Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. La saga se poursuit à Ottawa avec un remaniement ministériel. Je ne sais même pas si on peut parler de remaniement autant que d'une forme de... On complète le portrait. Bref, Emmanuel Latraverse, notre analyste, est toujours là, fidèle au rendez-vous. Emmanuel, es-tu fatigué de ta semaine, dis-moi? Ma nouvelle sonnerie de téléphone cellulaire, c'est I Will Survive de Gloria Gaynor. Wow, très bien. Donc, Puis ce qui m'inquiète doublement, c'est que là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, on va pouvoir rentrer dans, je me dis que je pars en vacances de Noël à 8h40 ce soir, mais il y a 70% de chances que je finisse par travailler pendant le temps des fêtes. Ben, je te le souhaite pas, mais en même temps, si jamais tu te trouves une raison de travailler, sache que je serai à ce micro lundi et mardi. Donc, tu es la bienvenue dans l'émission, Emmanuel, Parfait. Si jamais ça te prenait. Bref, Justin Trudeau annonce là, des nouvelles nominations pour pouvoir, en fait, des postes soit vacants là, ou dont les candidats ne se représenteront pas aux prochaines élections. Peux-tu nous faire rapidement dresser le portrait de ce qui a été annoncé aujourd'hui? Ben, le portrait général, c'est la nomination la plus importante et la plus compétente. OK, il faut le reconnaître. Là, c'est David McGuinty, député d'Ottawa, qui a jamais accédé au Conseil des ministres et tout le monde se demande pourquoi. Okay, parce que en termes de politique, là, plus de 20 ans. Oui, en termes de compétences, là, il aurait dû y être depuis longtemps. Il était président du comité parlementaire sur la sécurité nationale, tu sais, le fameux comité qui a enquêté sur l'ingérence étrangère, qui disait qu'il y avait des parlementaires qui étaient contaminés là, par l'ingérence étrangère. Il devient ministre de la Sécurité publique. Alors, on s'entend que pour lui, la marche n'est pas très haute. Quand il va lire ses notes de brefage et ses livres de brefage, là, plutôt, il va comprendre ce qu'il lit. Le but, c'est vraiment une priorité. Le gouvernement, c'est bien beau dire que Dominique Leblanc a la responsabilité de la frontière, mais ça prend un ministre en titre qui sait ce qu'il fait, qui est compétent, qui va livrer. Là, tu sais, c'est ultra urgent, c'est ultra important. Bravo. Du Québec, il y a 2 ministres qui ont accès au Conseil des ministres. Elisabeth Brière, députée de Sherbrooke, qui s'en va au Revenu national. Ça semble vraiment... Il n'y a pas de raison évidente là, pour qu'elle devienne ministre, si ce n'est qu'elle est de l'Estrie, puis on voulait garder cette représentation ministérielle. Donc, on change une députée de l'Estrie, Mme Bibeau, qui était au Revenu par sa voisine de comté qui s'en va au Revenu. Elle était notaire de carrière, là, donc elle s'est comptée, on suppose. On suppose. L'autre, mais celle qui est comme l'histoire de la journée, là, à part l'avenir de M. Trudeau, c'est Rachel Bendayan. Avocate, issue de la communauté juive marocaine, députée d'Outremont depuis 2015, qui devient, et là, regardez bien, ministre des langues officielles et ministre associé à la sécurité publique. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un ministre associé à la sécurité publique. OK? Jamais. Mais on a compris ce que ça voulait dire très rapidement. La première chose qu'elle a faite en sortant, c'est de nous expliquer que l'antisémitisme était très grave au pays, qu'il fallait dénoncer les attaques contre des synagogues à cause de l'attaque qu'il y a eu ici à Montréal, mais il y en a eu une autre, un incendie dans une synagogue de Toronto qu'elle préparait un sommet sur l'antisémitisme. C'est un laïus là, de 8 minutes sur l'antisémitisme. On a compris pourquoi elle a été nommée. C'est parce que le gouvernement se rend compte qu'il a besoin d'un ministre en titre pour rassurer la communauté juive au Canada qui est en train d'abandonner le gouvernement Trudeau à la vitesse grand V à cause de sa réaction très timorée à la montée de cet antisémitisme au Canada et à cause de cette espèce de politique à épargner la chèvre et le chou face à la guerre à Gaza. Alors, de deux, elle est ministre des langues officielles. Alors, quelle question on lui a posée? Madame Bendayan, est-ce que vous êtes d'avis que le français est menacé au Québec? 101, là. Elle est québécoise, on va se le dire. Oui, elle est québécoise. Elle est députée de Outremont. Et je vous lis sa réponse, parce que je veux être exact. C'est essentiellement... Mais là, je ne retrouve plus mes notes. Alors, elle dit que... c'est ça. Que la province doit être francophone pour assurer la dualité linguistique du Canada. Donc, on sert juste à ça, nous, au Québec, les francophones. Et qu'il faut s'assurer de protéger la minorité anglophone au Québec et les francophones hors Québec. Donc, on a une ministre des langues officielles qui n'est pas d'accord. N'est-ce pas?
Son père est anglophone, sa mère francophone. D'accord, on va lui donner ça. Oui, c'est une moitié-moitié, là. Il y en a beaucoup, mais elle n'est pas capable de souscrire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est ministre des langues officielles. Et elle n'est pas capable de souscrire au fondement même de la nouvelle loi sur les langues officielles qui stipule que le français est menacé au Québec. Mais elle n'est pas capable de le faire. Mais dans le fond, on ne l'a pas nommé pour les langues officielles, on l'a nommé pour assurer la communauté juive comme ministre associé à la sécurité publique. On comprend. Je voulais vite t'entendre sur Nathaniel Erskine-Smith, dont je ne connaissais pas l'existence ce matin. Il est fort d'une expérience de 3 ans comme stagiaire dans un cabinet d'avocats il y a 10 ans. Depuis, il est député. Maintenant, il va lui veiller sur le logement dans ce beau grand mais c'est un pays député du Canada. super intéressant. Ouais, hein? okay. Parce que c'est un député... En termes d'expérience de gestion, j'étais intrigué du choix de M. Non, mais il faut bien, quand tu essaies de patcher des trous, il faut que tu essaies de nommer des rebelles au Conseil des ministres. Et il est le rebelle en chef du gouvernement. Pas de manière hystérique, là, pas du tout. C'est un mec hyper songé, mais lui, il se laisse pas intimider par les sbires au bureau du premier ministre. Là. Donc, il a déjà voté contre le gouvernement sur des projets de loi. Il s'est déjà opposé à des mesures du gouvernement. Il a décidé que comme député, si c'était pour compter, il allait retrouver une portion de son libre arbitre. Là. Mm-hmm. Et donc, il a un peu été l'épine dans le pied du gouvernement. Et de toute évidence, il y a une grande réconciliation avec M. Trudeau parce que maintenant, il devient ministre. Et ça, je pense que c'est aussi pour essayer d'apaiser les tensions au caucus. Mais fait intéressant aussi, il s'est engagé à se représenter. Donc, ça fait un comté qui, sans un député qui revient, pourrait être vulnérable à Toronto et qui soudainement redevient plus sécure. Pour le reste, on a bien sûr la ministre qui manque à Terre-Neuve, le ministre qui manque en Nouvelle-Écosse, le ministre qui manque un peu partout. On coche un peu toutes les cases, mais c'est ça? L'histoire de la journée, c'est que M. Trudeau n'a pas parlé. Non, ça, j'ai jamais vu ça. J'ai bien vu ça. Mais c'est parce Donc, il s'est toujours pas adressé aux médias depuis lundi. Il a annulé toutes ses obligations, en fait, ses engagements médiatiques. Et là, c'est les vacances, donc on ne le reverra pas avant la mi-janvier, c'est ça? Dans un contexte normal, on dirait qu'il ne s'est pas adressé aux médias. Mais là, on est dans une crise où, à part pour fêter Noël là, avec sa gang, là, il n'a pas parlé aux Canadiens depuis que la crise a éclaté. Donc, c'est comme s'il entretient un vide de leadership au sommet de l'État en ce moment. Et je comprends bien qu'il n'a pas de réponse à son dilemme existentiel, rester ou partir. Mais il n'est pas obligé de prendre des questions, tu sais. C'est sûr que nous, les journalistes, on préfère ça, là, puis qu'on s'indigne à chaque fois, mais il aurait pu sortir. Il aurait pu faire une déclaration aux Canadiens, les rassurer, dire où il s'en va, clarifier la situation. Ouais. Dans les 2 langues officielles, tourner les talons puis s'en aller. La nouvelle du jour, ça serait ce que lui a dit. Ouais. Là, la nouvelle du jour, c'est c'est tout ça pour ça. C'est qu'il a fait un remaniement dont on ne sait pas quelle sera la durée de ce nouveau Conseil des ministres. Ce que je disais en introduction, et je reviens sur ce que tu disais sur Mme Brière, elle pourrait écrire dans son LinkedIn qu'elle a été ministre pendant 2 mois. C'est quand même un peu drôle. C'est un peu drôle. C'est très méprisant, moi, je trouve, pour la démocratie, là, surtout qu'on voit ce qui s'en vient avec l'arrivée de Donald Trump. C'est comme si M. Trudeau prolonge l'instabilité au Canada. En rafale, il nous reste une petite minute. Emmanuel, le NPD, Jack Meeting de sa main, a mis sur les réseaux sociaux, je l'ai vu passer une lettre disant qu'il allait faire tomber le gouvernement. Donc, il répondait, j'imagine, à la deuxième partie là, des entrevues de lundi. Est-ce que c'est une intention réelle? J'ai essayé d'avoir Alexandre Boulris à l'émission. Il était très occupé. C'est magique, ça aussi. C'est pas mieux. Alors, il va faire tomber le gouvernement. OK? Quand? Genre... Parce que c'est lors de la prochaine séance. Ouais, c'est ça. Parce qu'une séance du Parlement, là, la prochaine séance, ça dure de janvier à juin. Là. Ouais. Fait que ça n'indique absolument rien. Et ni M. Boulris, ni M. Singh sont là pour expliquer quelque chose. On a lancé tout l'après-midi. Et M. Poilievre a ensuite demandé à la gouverneure générale de rappeler le Parlement pour faire tomber le gouvernement. Qu'en pense la principale intéressée? Comme dit un constitutionnaliste, il peut écrire toutes les lettres qu'il veut, là, mais la gouverneure générale,
Sa job, c'est pas de conseiller le chef de l'opposition. Non. Puis elle est pas dans une position de faire ça. Mais c'est très habile parce que lui, son défi maintenant, c'est que on en a déjà parlé. Il est peut-être premier dans les intentions de vote, mais ça veut pas dire que les Canadiens sont en amour avec lui. Ça veut pas dire que les Canadiens voient vraiment lui un premier ministre. C'est de profiter de cette crise pour montrer qu'il est un premier ministre en attente. Et donc, il peut poser des gestes pour essayer de résoudre les crises auxquelles le Canada est confronté. Donc, c'est sûr que c'est une passe du chien qui tousse de tactique parlementaire, mais elle est très habile et son ton aujourd'hui était très adéquat. Son message aussi, c'est de dire pendant que Justin Trudeau se regarde un nombril puis pense à sa carrière et ce qu'il va faire, mais moi, je m'inquiète pour la mère monoparentale, le travailleur d'usine qui peut pas payer le loyer. Tu sais, il y a toute sa liste. Alors, il y a le beau jeu vraiment en ce moment. Mais c'est de la faute de M. Trudeau, là. C'est lui qui crée un vide. On ne voulait que l'entendre aujourd'hui. Question pour toi, Emmanuel. Quand Pierre Poilievre écrit à Mary Simons, est-ce qu'il lui écrit en français ou... J'ai pas demandé. Je présume qu'il lui écrit dans les deux langues officielles. Oui. Parce que c'est de la correspondance officielle. Bien sûr. Mais Emmanuel Latraverse, merci. Ça a été un plaisir d'être avec toi cette semaine. Puis si jamais tu te prends à vouloir ressauter dans l'arène... S'il démissionne dimanche, lundi ou mardi, je viendrai faire un petit tour. à bras ouverts, Emmanuel. À bientôt. Au revoir. Bonnes vacances entre-temps.